Un père célibataire livrait des déjeuners. Puis il a sauvé l'entreprise du PDG grâce à un talent que personne ne lui connaissait. « C'est tout ce que tu sais faire, chef ». Ces mots ont tranché le silence comme un couteau chaud dans du beurre froid. Danny Ruiz ne broncha pas. Il resta immobile, trempé de sueur sous les lampes chauffantes du passe-plat, une assiette blanche, immaculée dans la main. Le dernier plat de la soirée. Tous les regards dans la cuisine se tournèrent vers l'homme derrière la voix. Le chef Bernard Marchal, inspecteur du guide Michelin, demi-dieu culinaire. Destructeur de rêves, il fixait Danny du coin de la table du chef. Une fourchette s'est arrêtée en plein vol, un dessert à peine entamé dans son assiette. Danny s'est avancé lentement, les épaules droites, la voix calme. « Non, monsieur, c'est le meilleur que j'ai jamais fait. » Un moment de silence s'est écoulé. Puis Marchal a posé sa fourchette, s'est levé et a lentement hoché la tête. Puis « Félicitations, vous avez gagné votre première étoile. » La salle n'explosa pas en acclamation. Elle retint son souffle. C'était le genre de moment trop important pour être bruyant. Mais Danny sentait sa poitrine se serrer d'une émotion qu'il n'avait pas laissé s'exprimer depuis des années. De la fierté. Une fierté brute, profonde, viscérale. Il leva les yeux vers le plafond comme s'il pouvait voir à travers. « Tu avais raison, Issa », murmura-t-il. « Nous avons réussi. » La cuisine reprit vie, l'équipe se précipitant pour le féliciter, les bouteilles de champagne sautant, les chefs lui tapant dans le dos. Mais Danny ne s'en rendit presque pas compte. Il était déjà en train d'enlever son tablier. Il y avait une personne qu'il devait voir. Une personne qui aurait dû être dans cette cuisine, attendant dans un coin avec son sourire timide et son gâteau tres leches fait maison, sa femme Isabella. Il sortit sous la pluie, composant son numéro avec des doigts tremblants. Ça sonna une fois, deux fois, puis quelqu'un d'autre répondit « Monsieur Ruiz », dit une voix féminine, calme, posée, froide. Ici l'officier Mallory, du département de police de San Diego. Il y a eu un accident. 1 an plus tard, le moteur du vent toussa 2 fois avant de démarrer. Danny lui donna 2 petites tapes sur le tableau de bord, comme on tapote l'épaule d'un enfant. Les lumières du tableau de bord clignotèrent, projetant une douce teinte orange sur la silhouette endormie sur le siège passager. Luna, 8 ans, son univers tout entier, est la seule raison pour laquelle il avait continué à respirer après cette nuit-là. Elle remua légèrement, serrant contre elle le sac à dos rose en forme de licorne qu'elle utilisait comme oreiller. Danny écarta une mèche de son front et murmura « Encore 5 minutes, ma puce, je serai de retour avant même que tu te réveilles. » Il sortit dans la brume de l'aube, un sac en papier brun à la main, soigneusement agrafé et marqué B623 Lunch Combo, sans gluten, avec supplément de coriandre. Le restaurant avait encore raté la commande. Alors il fit ce qu'il faisait toujours. Il cuisina lui-même. Une poêle, un réchaud de camping, une petite glacière à l'arrière de sa camionnette. Il travaillait tranquillement, méthodiquement, tandis que la ville s'éveillait autour de lui. De la vapeur s'échappait de la poêle. L'odeur du poulet au citron vert, des oignons marinés et du maïs rôti emplissait l'air. 10 minutes plus tard, il se trouvait à la réception en marbre du siège social de Clean Bite, glissant la boîte repas chaude dans la fente prévue à cet effet. Il sonna la cloche, puis s'éloigna. Au 30e étage, Clara Blake ne leva pas les yeux de son ordinateur portable lorsque la sonnette retentit. « Posez-le sur la table », dit-elle, sans même regarder. L'assistant obéit, posant le sac brun comme s'il s'agissait d'un élément de preuve sur une scène de crime. Clara attendit que la porte se referme avant de se lever enfin, de prendre une gorgée de son smoothie vert et de s'approcher de la table comme un chirurgien s'apprêtant à inspecter une greffe. Le sac n'était pas marqué, pas d'autocollant propre à la consommation, pas de saut thermique approuvé. Elle plissa les yeux, elle l'ouvrit et marqua une pause. Il sentait comme quelque chose d'une autre vie, comme une cuisine qui ne comptait pas les calories, mais les souvenirs, comme la nourriture que sa mère préparait avant de disparaître, comme les chaudes nuits d'été, les chaises en vinyle et quelqu'un qui fredonnait en espagnol près de l'évier. Clara prit une bouchée, puis une autre, puis elle s'assit et, pour la première fois depuis des années, elle oublia de regarder sa montre. De retour dans le van, Danny était assise au volant et feuilletait le carnet de croquis de Luna. La dernière page montrait un bonhomme filiforme avec une grande toque de chef tenant la main d'une petite fille et de ce qui ressemblait à un dragon aux ailes scintillantes. « Elle lui a donné des ailes cette fois-ci », murmura-t-il en souriant. Son téléphone vibra. Une notification provenant de l'application de livraison. D'où cela vient-il? Note de 5 étoiles. Commentaire. Pas propre. Ne répond pas aux normes. Mieux. Qui a cuisiné cela? Danny fixa l'écran, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Il ne répondit pas. Il ne voulait pas d'ennui. Il voulait simplement que personne ne souffre de la faim lors d'une mauvaise journée.
Dans la salle de réunion, Clara Blake se tenait derrière la paroi vitrée de son bureau, observant la ville en contrebas. Son assistant, Greg, lisait un rapport derrière elle. Encore un problème de livraison au numéro 7. Le client a signalé que c'était trop bon pour être propre, ce qui, je suppose, est un compliment. Mais nous ne l'avons pas fait. Clara tapota le verre du bout du doigt. Suivez la commande. Trouvez qui l'a traité. Discrètement. Oui, madame. Elle ne l'a pas remercié. Elle n'a rien dit du tout. Mais une question lui vint à l'esprit. Qui m'a envoyé ce déjeuner? Et pourquoi? Est-ce que quelqu'un s'est souvenu de ce que j'aimais autrefois? De retour à la maison ce soir-là, Dani borda Luna dans son lit, le doux souffle de son appareil à oxygène, remplissant la pièce d'un rythme régulier. « Papa » marmonna-t-elle. « Oui, ma chérie, tu as gagné aujourd'hui ?» Dani marqua une pause. Il ne parlait jamais des vents. Les vents appartenaient au passé. Mais ce soir, c'était différent. Il sourit doucement, en repoussant ses cheveux. « Je pense que j'ai aidé quelqu'un à se souvenir de ce que c'est que de se sentir bien. » Elle bâilla. « C'est mieux que de gagner. » Il embrassa son front. « Oui, c'est vrai. » Puis il s'assit à côté de son lit dans le silence d'une chambre trop petite pour tous les souvenirs qu'il avait enfouis et se demanda qui avait vraiment bénéficié de ce déjeuner et si le destin était à nouveau en mouvement, avide de quelque chose de plus. Elle prit une autre bouchée, plus lentement cette fois. Il y avait quelque chose de dérangeant dans cette bouchée. Pas le goût. Il était parfait. Mais la sensation. Clara Blake n'aimait pas les sentiments liés à la nourriture. Elle avait bâti tout son empire sur des lignes épurées, des ingrédients sains et un détachement émotionnel encore plus sain. Et pourtant, elle était là, seule dans son bureau aux parois de verre, à 30 étages au-dessus de la ville, regardant l'horizon, la fourchette figée en l'air, la gorge serrée, sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec l'assaisonnement. Ce n'était pas de la nourriture saine. Ce n'était pas une efficacité souci macro-calculée. C'était l'histoire de quelqu'un. Elle pouvait la goûter dans le cumin grillé, les agrumes carbonisés, les minuscules morceaux d'échalotes marinées qui chantaient comme un souvenir sur sa langue. Elle n'avait pas l'habitude d'être bouleversée. Clara laissa tomber la fourchette dans un léger cliquetis et repoussa le récipient comme s'il l'avait insulté. Elle se leva, lissa son blazer et appuya sur l'interphone. « Greg ». Une voix répondit immédiatement. « Oui, Madame Blake, récupérez les registres de livraison de ce matin. Je veux tous les détails sur le B623 pour la livraison du déjeuner. L'heure, l'identifiant du chauffeur, la livraison, la cuisine, tout. » Il y eut un silence. « Madame, cette commande a été signalée. Elle ne provenait d'aucune de nos cuisines agréées. Elle a été remplacée à la dernière minute en raison d'une erreur d'inventaire. » Elle se retourna brusquement. « Alors, qui l'a traité? Nous sommes en train de le rechercher. Une intervention d'un tiers. Peut-être un chauffeur malhonnête ou un bug. Je m'en occupe. » Clara raccrocha sans un mot. Elle se tint devant la baie vitrée, les bras croisés, et regarda le crépuscule bleu engloutir la ville. Elle détestait les données inexactes. Elle détestait les écarts. Mais plus encore, elle détestait le fait que cette nourriture lui ait fait ressentir quelque chose de réel. Car cela faisait longtemps que rien ni personne ne lui avait fait ressentir quoi que ce soit. Ce soir-là, chez elle, Clara se servit un verre d'eau minérale et s'assit en silence, les lumières tamisées. Le penthouse était parfaitement climatisé, activé par la voix, et même l'odeur d'eucalyptus dans l'air avait été soigneusement sélectionnée. Et pourtant, on aurait dit un musée construit pour quelqu'un qui était mort depuis longtemps. Elle se dirigea vers la bibliothèque et ouvrit un tiroir caché derrière l'étagère du bas. Elle en sortit une fiche de recette défraîchie et froissée. L'écriture était cursive, en espagnol, à moitié effacée par le temps. Enchiladas de mama. Elle n'avait pas préparé cette recette depuis plus de 20 ans. Elle n'y avait pas goûté depuis la nuit où sa mère était partie. Clara avait 6 ans. Elle se souvenait s'être réveillée avec l'odeur du poulet mijotant et des tortillas moelleuses réchauffant dans une poêle. Elle avait couru en bas, s'attendant à trouver sa mère fredonnant devant la cuisinière. Au lieu de cela, elle avait trouvé son père silencieux, tenant une lettre. Sa mère n'était jamais revenue, et à partir de ce jour, la nourriture avait cessé d'être un réconfort. Elle était devenue un moyen de contrôle. Clara remit la fiche dans le tiroir et le referma doucement. Le lendemain matin, elle arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Greg était déjà là, serrant nerveusement un dossier. « Nous avons reçu les images de la livraison. Madame, vous voudrez voir ça. » À l'écran, un homme grand, à la barbe hirsute, vêtu d'une veste en jean usé et d'un sac de livraison en bandoulière, se dirigeait vers la réception et remettait le sac en papier brun contenant le déjeuner. Pas d'uniforme, pas de badge, pas de logo, juste une assurance calme et posée.
Reconnaissance faciale ? Demanda-t-elle. Nous y travaillons. Il n'a pas été scanné. Aucune pièce d'identité enregistrée. Clara se pencha en avant, plissant les yeux. L'homme leva les yeux juste avant de partir et pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent à travers la caméra de sécurité. Il ne sourit pas. Il ne s'agita pas. Il se contenta de regarder. Ce regard resta gravé dans son esprit toute la journée. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. À midi, Greg frappa à nouveau. « Nous pensons avoir identifié le visage », dit-il. « Il s'appelle Danny Ruiz. Il n'a pas de licence de chef actuellement. Il dirigeait un restaurant appelé Flor y Fuego. Il a fermé il y a environ 1 an. » Elle haussa un sourcil. « Flor y Fuego. Cet endroit était très réputé dans le guide Michelin. Oui, jusqu'à ce qu'il disparaisse du jour au lendemain. Aucune raison officielle n'a été donnée. » Elle fixa le nom sur le rapport. Danny Ruiz. Cela lui rappelait quelque chose, quelque part au fond de son esprit. Une rumeur dans les cercles culinaires il y a des années. Une cuisine fusion mexicaine pleine d'âme, avec du caractère et une histoire. Puis, plus rien. Greg s'éclaircit la gorge. Dois-je le signaler au service juridique ? Clara ne répondit pas. Plus tard dans la soirée, elle tapa son nom dans une fenêtre de navigateur privé. Quelques critiques archivées, une vieille photo, un jeune homme beau et souriant avec un tablier et un titre tragique enfoui dans un journal local. La femme du chef tuée dans un accident de la route le soir de la cérémonie de remise des prix. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, stupéfaite de la rapidité avec laquelle sa poitrine s'était serrée. Elle connaissait à peine cet homme, mais quelque chose dans cette histoire la faisait se sentir exposée, comme si quelqu'un avait tiré le rideau d'une fenêtre qu'elle croyait fermée. Elle essaya de chasser cette pensée, mais les mots du chef résonnaient dans sa tête. « Je voulais juste que personne ne mange un mauvais repas lors d'une mauvaise journée. Pas de marque, pas d'ego, juste de l'attention. » Cela la mit en colère et l'intrigua. Le lendemain matin, Clara fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle entra dans la cuisine de recherche et développement sans avoir pris rendez-vous. Le personnel s'est figé en plein travail. Elle a pris une cuillère et a goûté la salade de quinoa de saison. Puis elle l'a reposée. « Améliorez-la », a-t-elle dit calmement. Un jeune chef a cligné des yeux. « Madame, cette recette a été approuvée par les services juridiques et marketing. Elle a passé les tests, je m'en fiche. Pour l'instant, elle a le goût d'une réunion. » Ils l'ont regardée fixement. Clara n'attendit pas. Elle se retourna et sortit, ses talons résonnant comme des tambours de guerre sur le carrelage. Ce soir-là, elle prit l'ascenseur jusqu'au 30e étage et se tint debout dans son bureau, tandis que les lumières de la ville clignotaient en contrebas. Elle ne toucha pas au dîner que Greg lui avait laissé. Elle n'ouvrit pas ses emails. Au lieu de cela, elle ouvrit le sac qu'elle avait pris dans la zone de livraison ce matin-là. Même papier sans marque, même chaleur dans ses mains, autre livreur, même sensation. Après une bouchée, elle ferma les yeux. C'était de retour. Le souvenir, la douleur, ce qu'elle s'était entraînée à ne plus ressentir. Et soudain, elle en voulait plus. Pas seulement la nourriture, elle voulait savoir pourquoi, qui, l'histoire derrière les mains qu'il avait préparées. « Greg », dit-elle à voix haute. Une seconde plus tard, l'interphone sonna. « Oui, trouvez-le !» Il ne s'attendait pas à ce qu'on frappe à sa porte. Pas à cette heure-là, pas là-bas, dans la banlieue tranquille de Logan Heights, où les seules choses qui frappaient généralement après la tombée de la nuit étaient les regrets et les mauvaises nouvelles. Danny ouvrit la porte juste assez pour voir les 2 hommes en blazer. Pas de badge, pas d'uniforme, juste un certain malaise raffiné dans leur posture, comme s'ils n'étaient pas habitués à se tenir debout sur des trottoirs fissurés. « Monsieur Ruiz ?» demanda l'un d'eux poliment, mais avec une pointe d'agressivité qui signifiait que la réponse n'avait pas d'importance. Danny acquiesça. « Nous sommes de la société Cleanbite. Mademoiselle Clara Blake aimerait vous parler. » Il cligna des yeux, se demandant pourquoi elle préférait le faire en personne. Danny jeta un coup d'œil dans l'appartement. Luna était recroquevillée sur le canapé, dessinant avec des crayons de couleur, un casque sur les oreilles. Il sortit et referma doucement la porte derrière lui. « Écoutez, » dit-il en baissant la voix, « si c'est à propos du déjeuner, je ne voulais pas... » « Elle n'est pas en colère, » l'interrompit l'homme le plus grand. « Elle est curieuse. Et vous, à la place de Danny, que feriez-vous maintenant ? Laissez-moi votre réponse en commentaire. Je lis tout. » Danny n'aimait pas ce mot. La curiosité, c'était comme ça que tout avait commencé. C'est par curiosité qu'on perdait le peu qu'il nous restait. Mais une partie de lui, celle qui croyait aux secondes chances, se dirigeait déjà vers leur voiture. Il n'avait pas mis les pieds dans un immeuble de bureau depuis la nuit où le monde s'était effondré.
À présent, sous les lumières froides du siège social de Cleanbite, il se sentait comme un fantôme s'introduisant dans le monde des vivants. Le trajet en ascenseur fut silencieux, tout comme le couloir. Puis, les portes s'ouvrirent et elle était là, Clara Blake. Elle se tenait près de la fenêtre, dos à lui, se découpant sur une ligne d'horizon qui avait depuis longtemps cessé d'avoir un sens pour lui. Sa présence était tranchante comme du verre, impeccable, froide et belle d'une manière qui vous mettait au défi de la toucher. « Monsieur Ruiz, dit-elle sans se retourner. Merci d'être venu. » Il ne répondit pas. Elle se retourna alors lentement, tenant quelque chose dans sa main, le sac en papier brun contenant le déjeuner. « Vous avez cuisiné ça. Ce n'était pas une question. » Dany croisa les bras. « C'est un problème. » Elle l'étudia comme si elle essayait de décider s'il était dangereux ou simplement gênant. « C'est une responsabilité, dit-elle. Une violation de notre politique de traitement des commandes par des tiers. Non autorisés, non documentés, non assurés. Alors pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-il. Clara prit une inspiration. « Parce que c'était la meilleure chose que j'ai mangée en 10 ans, et j'ai besoin de comprendre pourquoi. » Il fronça les sourcils. « Ce n'était qu'un déjeuner. »« Non, » dit-elle en s'approchant, d'un ton doux mais déterminé. « C'était un souvenir, c'était du chagrin, c'était de l'amour. Je pouvais le goûter. » Dany détourna le regard. « Puis j'ai tout gâché. » Sa voix ne tremblait pas. « Dites-moi, monsieur Ruiz, pourquoi un homme réputé par Michelin cuisinerait-il au volant d'une camionnette de livraison de repas ?» Dany serra les mâchoires. Il aurait pu mentir. Il aurait pu sourire, esquiver, faire une blague. Au lieu de cela, il la regarda dans les yeux et lui dit la vérité. « Parce que le soir où j'ai obtenu cette étoile, ma femme est morte alors qu'elle venait me féliciter. J'ai quitté la cuisine le soir même et je n'y suis jamais retourné. La seule cuisine que je fais maintenant, c'est pour m'assurer que ma fille ait à manger. Et peut-être, juste peut-être, que quelqu'un d'autre puisse manger un repas chaud par une journée froide. » Un silence s'installa entre eux. L'expression de Clara ne changea pas, mais quelque chose dans son regard évolua, une fissure à peine visible. « Ce déjeuner n'était pas seulement bon, dit-elle doucement. Il m'a fait ressentir quelque chose, et je n'aime pas être prise au dépourvu, surtout par un inconnu en veste en jean sans licence alimentaire. » Il haussa un sourcil. « Alors, que voulez-vous ? Des excuses ? Un remboursement ? Je veux votre aide, dit-elle. » Dany cligna des yeux. « Quoi ?» Clara se dirigea vers le tableau blanc près de son bureau et fit glisser un panneau révélant une maquette d'une nouvelle sous-marque de Cleanbite. Des repas maison, préparés à la main, avec du cœur. « C'est un projet passionnant, expliqua-t-elle. Les marges sont faibles, mais l'impact est important. Je l'ai présenté l'année dernière. Le conseil d'administration m'a ri au nez. » Dany regarda le logo, l'image de marque, la police stérile qui tentait d'imiter la chaleur. « On dirait une étreinte conçue par un comptable. » Elle faillit sourire. « Presque. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse faire croire aux gens que c'est réel, dit-elle. Et tu penses que c'est moi ? Je pense que tu es la première personne depuis longtemps qui n'a pas peur de cuisiner comme si cela comptait. » Dany a hésité. C'était le bord du précipice. Il le sentait. Un pas en avant et il se retrouvait dans le monde qu'il avait brisé. Mais de l'autre côté, ce n'était pas la paix. C'était juste se cacher. « J'ai des conditions, a-t-il dit. Finalement. Clara a croisé les bras. Écoutons-les. Je cuisine à ma façon. Pas de recettes d'entreprise. Pas de mesure de l'ail en demi-cuillère à café. D'accord. Je ne porte pas de badge nominatif. Tu n'as pas apporté quoi que ce soit de marqué. Encore une chose, dit-il d'une voix tendue. Si cela devient une question de prophète plutôt que de personne, je m'en vais. Elle le regarda. Elle le regarda vraiment cette fois. Tu comprends ? Il acquiesça. Alors, je suppose que nous verrons à quel point cela peut être réel. Alors qu'il se retournait pour partir, Clara lui lança. Pourquoi as-tu fait ça, Dany ? Pourquoi as-tu préparé ce déjeuner alors que personne ne te l'avait demandé ? Il s'arrêta à la porte. Parce que les mauvais jours méritent une meilleure nourriture. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire, car au fond d'elle-même, elle savait exactement ce que cela signifiait. Ce soir-là, Dany rentra à la maison juste au moment où Luna se brossait les dents. Elle courut se jeter dans ses bras, riant, la bouche pleine de mousse. « Où es-tu allé, papa ? » ?»« Dans un endroit où j'avais dit que je n'irais plus jamais. Ça t'a fait mal ?» Il sourit dans ses cheveux. « Pas autant que je le pensais. » L'espace était blanc et inoxydable, si propre qu'il ressemblait davantage à un laboratoire qu'à une cuisine. Dany se tenait au centre, les bras croisés, regardant la rangée de fours professionnels et de minuteries numériques alignés contre le mur comme des soldats. Tout brillait, tout était parfait. Il détestait ça. Clara s'approcha derrière lui, un bloc-notes à la main, vêtue de son habituel pantalon noir,
et affichant son assurance chirurgicale. « Voici ta cuisine d'essai, dit-elle. Dany a haussé un sourcil. On dirait plutôt une expérience scientifique. C'est le cas, a-t-elle répondu. Mais une expérience où les gens mangent les résultats. Il s'est dirigé lentement vers la table de préparation. Où est la flamme? Elle a cligné des yeux. Comment ça? Le feu? Vous savez, la vraie chaleur, le gaz, la fonte, pas ça. Il a fait un geste vers les plaques à induction. Clara a suivi son geste, calme mais sec. Nous utilisons l'induction électrique pour la cohérence et la durabilité. Et pour tuer l'âme, marmonna-t-il. Je suis désolé, sourit Dany sans chaleur. Rien. Je me demandais juste combien de vos chefs savent à quoi ressemble l'odeur des oignons brûlés quand ils ont une signification. Il y eut un silence. Pas tendu, pas impoli, juste le grondement précoce de deux plaques tectoniques se rencontrant sous un même toit. Nous avons fait venir une équipe, dit-elle, ignorant la pique. 3 de nos meilleurs chefs en R&D. Vous les dirigerez. Collaborez, imaginez, développez. Je n'imagine pas, dit-il d'un ton neutre. Je cuisine, répondit Clara sans broncher. Alors cuisinez quelque chose qui me fera oublier que j'ai prononcé ce mot. Elle fit un geste vers le garde-manger. Vous avez 2 heures. Après cela, je veux 3 plats qui peuvent être adaptés à un déploiement régional, coûter moins de 6,50 $ par portion et respecter les directives nutritionnelles de Clean Bite. Dany se tourna vers les étagères, observant le chaos organisé des céréales préportionnées, des légumes sous vide et des bocaux immaculés contenant des épices étiquetées avec précision. « Où est le cumin ?» demanda-t-il. 3e rangée, étagère du haut, à côté du paprika fumé. Il scruta l'étagère, prit le bocal, le dévissa et le renifla. Son visage se crispa. « C'est mort. » Clara fronça les sourcils. « Il est certifié biologique, non irradié et issu d'une source durable. »« Oui, » dit-il en reposant doucement le pot. « Et ça sent le carton en vacances. » L'un des jeunes chefs étouffa un rire, mais détourna rapidement le regard lorsque Clara lui lança un regard assez perçant pour couper des radis. Dany retroussa ses manches, se dirigea vers son poste de préparation et marmonna entre ses dents. « Donnez-moi du piquant, donnez-moi des épices, donnez-moi quelque chose qui fait mal avant de guérir. » Il se mit au travail. 2 heures plus tard, l'équipe se tenait devant Clara avec 3 plateaux couverts. Dany s'avança. Il ne dit rien, il ne fit aucune introduction. Il souleva simplement le premier couvercle. Un poblano rôti farci de haricots noirs, de queso fresco émietté et d'oignons rouges marinés, reposant dans une mare de jus de tomate fumée. Elle prit une bouchée, puis le 2e poulet au chili et au citron vert sur un lit de semoule de maïs grillé recouvert d'un œuf poché moelleux et d'échalotes croustillantes. Une autre bouchée. Puis le 3e, une côte braisée avec du chou frisé à la cannelle et du pain plat à la masa, pressé à la main. Elle posa sa fourchette. « C'est audacieux, » dit-elle prudemment. Dany croisa les bras. « C'est le but. C'est riche, épicé, intense. Certains de nos clients préfèrent des profils plus épurés. Tu m'as demandé de créer quelque chose d'authentique. C'est ce que j'ai fait. Et c'est le cas. » Elle resta là, cherchant ses mots pour ne pas passer pour la méchante dans un documentaire sur les aliments transformés. Puis Dany dit quelque chose qui traversa ses calculs comme de la vapeur à travers une vitre. « Tu sais quelle est la différence entre un bon plat et un plat oubliable ?» demanda-t-il. Elle pencha la tête, curieuse malgré elle. « Le sel ?» répondit-elle. Il secoua la tête. « Le risque. » L'un dit « J'espère que vous aimez ça. » L'autre dit « Voilà qui je suis. À prendre ou à laisser. » Clara le fixa un peu trop longtemps, car quelque chose se serra dans sa poitrine. Non pas à cause de la tache de naissance, mais parce qu'elle le reconnaissait. Elle avait bâti tout un empire en évitant le risque, en contrôlant les saveurs, les portions, les sentiments, mais elle ne pouvait nier ce qu'elle venait de goûter. « Cela ne passera pas devant le conseil, » dit-elle finalement. « Alors trouvez un conseil qui a encore des papilles gustatives, » répondit Dany. Elle ne sourit pas, mais son silence n'était pas un désaccord. Les semaines suivantes se déroulèrent à un rythme à la fois dérangeant et magnétique. Chaque matin à 6 heures, Dany arrivait à la cuisine avec une caisse d'ingrédients frais provenant d'un marché local. Chaque soir, il partait après tout le monde, le tablier taché, les yeux rougis, fatigué. Il travaillait comme s'il construisait quelque chose dont il ne croyait pas à l'existence tant qu'il ne l'avait pas vu se dresser solidement sous ses yeux. Clara observait depuis la périphérie, un bloc-notes à la main, la bouche muette, mais l'esprit en ébullition. Ils étaient souvent en désaccord sur la présentation des assiettes, le coût unitaire, la hiérarchie des menus.
Mais quelque part entre les disputes et les plats d'essai, quelque chose d'autre commença à prendre racine. Le respect. Et sous cela, quelque chose de bien plus dangereux. Un après-midi, elle entra et trouva Dany accroupi à côté du four, en train de parler à un plateau de concha en train de lever. « Tu parles au pain maintenant », le taquina-t-elle. Dany ne leva pas les yeux. Le pain écoute mieux que la plupart des gens. Elle s'appuya contre le comptoir. « Que lui dis-tu » Il haussa les épaules. « Que c'est difficile de lever quand le monde essaie sans cesse de te maintenir à plat. » Elle se tut, puis dit doucement. « Je faisais du pain quand j'étais petite. » Dany leva enfin les yeux. « Oui, des brioches à la cannelle. Ma mère et moi les faisions le dimanche matin. Elle disait que la maison sentait l'espoir quand elles étaient dans le four. » Il ne dit rien. Il lui tendit simplement le plateau. « Tu veux voir si c'est toujours le cas ?» Elle prit le plateau. Leurs mains se frôlèrent légèrement, mais cela suffit pour lui faire oublier le reste de sa phrase. Plus tard dans la semaine, après la visite de Luna à l'hôpital, Dany revint dans la cuisine, les épaules lourdes. Clara était toujours là, en train d'examiner les propositions des fournisseurs. « On dirait que tu as perdu un pari avec l'univers », dit-elle. Dany soupira. Ces chiffres ne sont pas ceux qu'ils devraient être. Clara posa le dossier. « De quoi a-t-elle besoin ?»« De temps, » répondit-il. « Et peut-être d'un miracle. » Il y eut un long silence, puis Clara dit « Cleanbite a un fonds caritatif pour les familles de ses employés, des dons discrets, sans trace administrative. » Dany secoua la tête. « Nous ne sommes pas des cas sociaux. »« Non, » dit-elle en s'approchant. « Vous êtes un père qui fait l'impossible, cela mérite de l'aide, pas de la pitié. » Il la regarda, la voix basse. « Pourquoi feriez-vous cela ?» Clara soutint son regard. « Parce que certains enfants méritent de grandir en sachant ce qu'est le goût d'un foyer. Vous ajoutez du safran. » La voix de Clara trancha dans la cuisine comme un couteau sur de la céramique. Dany ne leva pas les yeux. Il était penché au-dessus de la marmite, pinçant des fils rouges dorés dans le bouillon frémissant. « Juste une touche, dit-il, pour rappeler aux gens que le réconfort peut encore les surprendre. » Elle s'approcha, les bras croisés, son bloc-notes pressé contre sa poitrine. « Cette épice coûte plus de la moitié de la marge du plat. Ce n'est pas rentable. » Il finit par se retourner, la louche à la main, le front plissé. « Alors peut-être qu'on n'est pas censé faire ça. Peut-être qu'on est censé servir quelque chose qui vaut plus qu'un tableau Excel. » Son expression se durcit. « Tu as promis de respecter l'aspect commercial. La passion ne paye pas les fournisseurs, et la nourriture sans vie ne nourrit pas les cœurs. » Le silence tomba dans la cuisine. Les jeunes chefs s'affairaient à tout ce qui ne nécessitait pas de contact visuel. Dany laissa tomber la louche dans l'évier. Elle fit un bruit plus fort que nécessaire. « Tu sais, » dit-il d'une voix basse mais ferme, « quand tu m'as demandé de t'aider, j'ai pensé que c'était parce que tu voulais quelque chose de réel, pas un autre concept stérile enveloppé de couleurs chaudes. » Clara ne sia pas. « Je t'ai demandé de m'aider parce que j'ai vu du potentiel, mais le potentiel sans discipline n'est que du chaos dans un plus joli costume. » Dany rit amèrement. « Tu parles comme quelqu'un qui n'a jamais eu à choisir entre nourrir un enfant et respecter une échéance. » Ça fit mouche, sa voix s'adoucit. « Ne me parle pas comme si tu savais ce qu'est le sacrifice. Ne demande pas une âme et ne la tue pas ensuite avec des lignes budgétaires. » Il respirait plus fort maintenant, non pas à cause de la cuisine, mais à cause de quelque chose de plus ancien, de plus profond, une blessure qui ne guérissait jamais. « D'accord. » Clara le fixa du regard, et pendant une longue seconde, aucun des deux ne bougea. Puis elle fit demi-tour. « Si tu ne peux pas travailler dans la réalité dans laquelle nous vivons, dit-elle sans se retourner, alors peut-être que cet endroit n'est pas fait pour toi. » La porte se referma derrière elle dans un sifflement, et d'un seul coup, la chaleur de la pièce disparut. Ce soir-là, Dany rentra chez lui en silence. Luna dormait déjà, un bras pendu du canapé, un dessin à moitié colorié représentant un phénix serré dans sa main. Il le ramassa délicatement. Les couleurs débordaient des lignes, sauvages, désordonnées, vivantes. Il s'assit à côté d'elle, la tête entre les mains. Il ne lui avait pas encore parlé de la facture d'opération qui n'avait pas été payée, du fait qu'ils étaient sur le point de perdre leur place sur la liste des transplantations, du fait qu'il ne savait pas combien de « presque » il lui restait encore. Le monde était trop bruyant, la ville trop lumineuse, mais ici, dans cet appartement sombre, avec ses meubles dépareillés et son amour dans chaque recoin, il sentait le calme s'installer comme un vieil ami. Il murmura, surtout pour lui-même, « À quoi bon sauver la saveur si je perds tout le reste ?» Clara, quant à elle, se tenait dans la cuisine de son penthouse, vide, intacte, froide. Elle fixait la bouteille de vin non ouverte sur le comptoir. À côté, le dossier que Greg avait glissé sous sa porte. Dany Ruiz. Profil. Elle ne l'avait pas lu. Non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'elle avait peur. Peur que si elle en savait trop, elle s'attacherait plus qu'elle ne le devrait.
Elle l'ouvrit quand même. En première page, des articles sur Flor y Fuego, des critiques élogieuses, des mots comme transcendant et la nourriture comme langage, des photos de Danny et de sa femme Isabella, souriant, rieur, couvert de fleurs. Puis, le rapport d'accident. La date indiquée était la même nuit que l'annonce de l'étoile Michelin. Puis plus rien pendant une année entière. Et enfin, le profil d'un livreur sur une application. Un homme qui se reconstruisait à partir de rien. Ses doigts tremblaient. Elle se souvenait de ce que Danny avait dit plus tôt. « Tu as demandé la vérité. Ne me blâme pas quand ça saigne. » Le lendemain, Clara n'est pas allée au bureau. Au lieu de cela, elle prit le volant. Pas dans sa berline habituelle avec chauffeur. Pas en talons ni en blazer. Elle conduisit elle-même, en basket et sweat à capuche, à travers les ruelles et les feux tricolores, jusqu'à atteindre un parking de food trucks rouillé transformé en marché éphémère. Elle avait entendu dire que Danny venait ici pour s'approvisionner en ingrédients. Elle le trouva par hasard. Il était assis sur une caisse en bois, en train d'éplucher des piments à côté d'une petite table pliante. Luna était avec lui, en train de dessiner un taco avec une cape et de l'appeler Captain Crunch Wrap. Clara les a observés de loin pendant une bonne minute avant de s'avancer. Danny l'a remarqué le premier. Il a plissé les yeux. « Vous vous êtes perdu ?» a-t-il demandé. Elle a ignoré le ton sec de sa voix. « Je suis venu pour parler. » Il a baissé les yeux vers les piments. « Je pensais que nous avions fini de parler. »« Tu as raison, » dit-elle, les surprenant tous les deux. « J'ai demandé du cœur, et quand tu me l'as donné, j'ai essayé de le transformer en plan d'affaires. » Il ne dit rien. Elle s'approcha. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à courir après des chiffres qui, pensais-je, me permettraient enfin de me sentir en sécurité. Mais la nourriture ? Ta nourriture ? Elle m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. » Luna leva les yeux. « Tu es la dame chic de la cuisine d'essai ?» Clara s'accroupit pour croiser le regard de la fillette. « Je suppose que oui. Et je suis désolée d'avoir fait sentir ton père petit. » Luna sourit. « Il n'est pas petit. Il se recroqueville juste quand il essaie de ne pas être triste. » Danny détourna le regard, clignant des yeux plus vite qu'il ne le voulait. Clara se redressa. Sa voix s'adoucit. « Je ne sais pas faire ce que vous faites. Je mesure le succès en projection trimestrielle, mais je sais ce qu'est le vide, et je ne veux plus servir cela. » Danny expira lentement. « Vous voulez toujours faire cela ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Mais seulement si nous construisons quelque chose d'honnête, pas d'aseptisé. Et si le conseil d'administration s'y oppose ?» Elle sourit. Pas son sourire habituel de conférence de presse. Un vrai sourire, fatigué, vulnérable. Alors peut-être est-il temps que quelqu'un leur rappelle que la nourriture n'est pas seulement un carburant. C'est le pardon, c'est la mémoire, c'est le foyer. Il la regarda fixement pendant un moment, puis il lui lança un piment supplémentaire. « Assieds-toi. Je vais te montrer comment le peler correctement. Ça pique un peu au début. » Elle l'attrapa maladroitement et s'assit à côté de lui. « Je peux supporter la piqûre, » dit-elle. Danny sourit. « C'est ce que tu penses maintenant. » Et pour la première fois depuis très longtemps, ils rirent tous les deux. La salle de conférence était trop silencieuse. Pas un silence paisible, mais le genre de silence qui précède une tempête, chargée de tension, de reflets de marbre et de jugements silencieux dans des milliers de costumes. Clara Blake était assise en bout de table, les doigts entrelacés sous le menton, le regard fixe. La présentation de Hearth by Clean Bite s'affichait sur l'écran derrière elle. La diapositive était figée sur une image en couleur représentant une assiette familiale, composée de cuisses de poulet grillées, nappées d'une sauce molle aux agrumes, de purée de patates douces et de tortillas faites maison empilées, comme des promesses pliées. En face d'elle, 7 membres du conseil d'administration, 6 neutres, un seul nom. Richard Blake, son père. Il était impeccablement vêtu, bien sûr, costume bleu marine à fines rayures, chemise impeccable, sans cravate. Son expression était indéchiffrable, un talent qu'il avait perfectionné au fil de décennies de guerre d'entreprise. Mais Clara le connaissait trop bien, et il la connaissait encore mieux. Il prononça donc ces mots, doux mais tranchants. « Voyons si je comprends bien. » Il tapota la table d'un seul doigt. « Nous allouons des ressources en R&D, un budget, un espace de marque et une couverture médiatique pour lancer un concept à faible marge basé sur un chef qui n'a actuellement ni licence, ni cuisine évolutive, et qui a des antécédents, disons, de comportements peu orthodoxes. » Clara ne broncha pas. « Nous créons une branche humaine de Clean Bite, » dit-elle. « Un rappel que la nourriture n'est pas seulement transactionnelle, elle peut être réparatrice. » Richard se pencha en arrière. « Vous voulez dire émotionnelle, désordonnée, imprévisible, réelle ?» a-t-elle corrigé. L'un des autres membres du conseil d'administration s'est éclairci la gorge. « Clara, c'est convaincant. Vraiment, mais c'est risqué.
Nous avons travaillé dur pour construire une marque qui inspire confiance par sa cohérence. La cohérence ne signifie pas l'absence d'âme, a répondu Clara. Nous pouvons être propres tout en gardant notre cœur. Richard a souri, mais sans chaleur. Le cœur ne résiste pas à une récession. La voix de Clara se fit plus aiguë. La perte de pertinence non plus. Cela eut plus d'impact qu'elle ne l'avait prévu. Un silence s'installa, puis un autre. Finalement, Richard croisa les mains. Je demande une pause dans cette initiative. Indéfiniment. Nous y reviendrons lorsque les chiffres justifieront le pari. Sa gorge se serra, mais elle garda un ton neutre. Ce n'est pas un pari, c'est un tournant. Et ce n'est pas à vous de décider. Ce n'est pas seulement non, répondit-il. Mais cela relève de l'autorité du conseil d'administration. Mettons cela aux voix. Une à une, les mains se levèrent. Pour, contre, 2, 4. Puis Clara, en tant que PDG, eut le vote décisif. « Je mets mon veto à la pause », dit-elle calmement. « Si ce choix vous parle autant qu'à nous, appuyez sur « j'aime » pour que cette histoire continue de vivre. » Son père pencha la tête. « Même si cela signifie faire l'objet d'un examen interne, vous mettriez votre poste en jeu pour cela. » Elle n'hésita pas. Oui. Plus tard dans la soirée, Clara était assise seule dans son bureau. La ville dehors clignotait comme un organisme fatigué, vivant, mais froid, tout comme elle se sentait à l'intérieur. Greg entra silencieusement et posa une fine enveloppe. « Les RH ont transmis ceci, dit-il, anonyme. » Elle l'ouvrit et trouva un résumé d'une page provenant d'un contrôle réglementaire effectué 3 ans auparavant. Violation. Exploitation d'un établissement de restauration sans les inspections requises. Et à côté, une photo floue. Danny à l'époque, en train de cuisiner pour une foule devant un hôpital. Une pancarte manuscrite indiquait « Repas chaud gratuit pour les infirmières épuisées ». Elle lut la ligne au bas de la note de recommandation signalée pour de futurs audits de conformité. Sa poitrine se serra. Elle leva les yeux vers Greg. « D'où cela vient-il » Il haussa les épaules. Aucun nom, mais cela venait de l'intérieur du bâtiment. Clara ferma doucement le dossier. « Demandez au service juridique de rédiger une dérogation temporaire et prenez les devants. Communiqué de presse demain matin. » Greg hésita. « Vous pensez que quelqu'un essaie d'utiliser cela contre lui ?» Les yeux de Clara s'assombrirent. « Non, ils essaient de l'utiliser contre moi. » Ce soir-là, Danny se tenait devant une cuisinière chaude dans la cuisine d'essai, dos à la porte, les mains bougeant avec une fureur silencieuse. Lui aussi avait vu le dossier. Il était collé sur son casier quand il était arrivé. Il savait ce que cela signifiait. Il savait comment ce genre de choses fonctionnait. On n'était pas censé se souvenir de vous quand vous faisiez quelque chose de bien en dehors des sentiers battus. Vous étiez censé être puni. Clara entra, toujours en talons, mais sans son armure. « Je l'ai vu, » dit-elle. Danny ne se retourna pas. « Tu vas me laisser tomber, n'est-ce pas ?» dit-il d'un ton neutre. « Non. » Il fit une pause juste assez longue pour ressentir la surprise avant de la masquer. « Tu devrais. C'est la décision logique. » Clara s'approcha. « Peut-être que je suis fatigué d'être logique. » Il se retourna alors, les yeux fatigués mais brillants. « C'est dangereux dans ton monde. » Elle s'approcha du comptoir, prit une pomme de terre et commença à l'éplucher maladroitement. Il l'observa pendant 1 seconde, puis lui prit doucement le couteau des mains. « Je ne veux pas être ton risque, » dit-il. Elle le regarda. « Tu ne l'es pas. Tu es ma raison. » Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était sacré. Quelque chose entre eux trouvait enfin sa place. Plus tard, Clara se tenait dans le bureau de son père. Il se servit un verre comme si rien n'avait changé. « Tu en fais une affaire personnelle, » dit-il. « C'est personnel, » répondit-elle. « Parce que la nourriture que nous servons nourrit plus que des bouches. Elle nourrit la dignité. Et certains d'entre nous se souviennent encore de ce goût. » Il but une gorgée lentement. « Cet homme te coûtera tout. » Elle sourit doucement. « Alors peut-être qu'il est temps que j'arrête de construire tout sur les fondations de quelqu'un d'autre. » Il posa son verre bruyamment. « Tu penses que c'est une question de nourriture, Clara ? Il s'agit de contrôle, de stabilité, de protéger ce que nous avons construit. » « Non, dit-elle, il s'agit de récupérer ce que j'ai perdu. Et je ne te demande plus ta permission. » Il la regarda avec un mélange de fierté et de fureur. « Tu es vraiment la fille de ta mère. » Elle acquiesça. Finalement, tout commença avec une table pliante, un pot de chili chipotle fumé de Danny et une pancarte manuscrite « Repas chaud ». Aucune question n'était posée. À midi, la file d'attente faisait le tour du pâté de maison. Ils avaient choisi le coin de Jefferson et de la 4e rue, un carrefour oublié du centre-ville de San Diego. Entre une laverie automatique fermée et une église aux vitraux brisés,
des gens s'étaient rassemblés, des vétérans sans abri, des travailleurs occasionnels en pause, des mères célibataires avec leurs enfants en bas âge et ceux qui n'avaient tout simplement plus d'endroits où aller. Danny remuait la marmite tandis que Clara ajustait les piles de bols compostables. Luna était assise en tailleur sur le trottoir et distribuait des serviettes avec des autocollants sur lesquels on pouvait lire « Vous comptez ». « Et si on n'en a plus ?» demanda Clara à voix basse en observant la file d'attente qui s'allongeait. Danny continua de remuer. « Alors on laissera la dernière personne manger dans nos propres bols. » Clara cligna des yeux. Ce n'était pas un discours marketing, c'était une vérité. Le genre de vérité qu'on n'apprend pas dans les salles de réunion. Le premier homme de la file s'approcha. Il avait environ 70 ans, la barbe blanche, les yeux fatigués. Il hésita. Danny hocha la tête. Affamé. L'homme hocha la tête. Danny lui servit une généreuse cuillerée de chili, qu'il garnit d'une cuillerée de crème et de coriandre fraîche. « Tenez, dit-il, j'ai préparé ça avec la recette de ma fille. Elle jure que le secret, c'est une gousse d'ail supplémentaire et une cuillerée de gentillesse. » Le vieil homme a gloussé, puis a reniflé, avant de prendre le bol avec des mains tremblantes. Derrière lui, une femme tenait un enfant en bas âge sur sa hanche. Le garçon a tendu la main vers la nourriture avant même qu'elle n'ait reçu son bol. Clara s'est agenouillée et a tendu à l'enfant un petit muffin à la banane. La femme l'a regardée, stupéfaite. « Vous êtes cette PDG, n'est-ce pas ?» Clara a souri. « Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis que votre cantinière. » La femme rit, puis se mit à pleurer. À 14h, une équipe de journalistes locaux arriva. À 15h, quelqu'un du bureau du maire passa. À 16h, le hashtag Sidewalk Lunchbox Hero était en vogue sur Twitter. Mais tout cela importait peu à Clara. Ce qui comptait, c'était le moment où une petite fille vêtue d'un sweat à capuche rose en lambeaux s'est approchée, tenant une serviette pliée. Elle l'a tendue à Clara sans un mot. À l'intérieur était écrit au crayon « Merci de m'avoir fait sentir que je ne suis pas invisible ». Clara a soigneusement plié la serviette et l'a glissée dans la poche de sa veste. « Tu ne l'es pas », murmura-t-elle. Au siège de CleanBite, l'ambiance était moins chaleureuse. Richard Blake fixait les classements des tendances avec un mélange de confusion et de rage silencieuse. L'équipe chargée des réseaux sociaux était en effervescence. Le score de satisfaction était le plus élevé de l'histoire de l'entreprise. L'engagement était au plus haut. Les nouveaux clients potentiels affluaient. « Cela n'a aucun sens », marmonna-t-il. Greg se tenait à proximité, mal à l'aise. « C'est authentique, monsieur. Les gens réagissent. Ils se sentent compris. » Richard serra les mâchoires. « Nous ne vendons pas des émotions. Nous vendons des repas. » Greg hésita. C'est peut-être ça le problème. Le silence qui suivit était glacial. Ce soir-là, Danny se tenait dans la cuisine industrielle, en train d'essuyer des plateaux. Clara entra, les mains encore imprégnées de l'odeur du citron et du messa. Elle resta silencieuse un instant, puis dit doucement « Nous avons nourri 348 personnes aujourd'hui. » Danny acquiesça. « Et tu n'as renversé qu'une seule louche. » Elle sourit. Il la regarda avec sérieux. « Comment te sens-tu » Elle prit un moment comme si elle avait enfin trouvé sa place quelque part, ce qu'elle ne pouvait quantifier. Danny s'appuya contre le comptoir. « As-tu déjà pensé que l'appartenance ne se mesure pas en chiffres ? Elle se mesure à ce que l'on donne. On dirait quelque chose que ma mère aurait dit, » murmura Clara. Danny n'insista pas. Au lieu de cela, il fouilla dans son sac à dos et en sortit une photo. Un cliché en noir et blanc d'une jeune Clara, âgée d'environ 10 ans, assise sur le trottoir devant un immeuble. Sa mère, en train de rire, tenant un sandwich à moitié mangé, était assise à côté d'elle. Clara eut le souffle coupé. « Où as-tu trouvé ça ?» La voix de Danny était calme. « Une infirmière à Saint Luke's. Elle m'a dit. Votre mère faisait du bénévolat chaque Thanksgiving pour distribuer de la nourriture aux familles. Elle parlait tout le temps de vous. Elle vous appelait sa petite boussole. » Clara serra la photo dans sa main. « Mon père ne m'en a jamais parlé. Il pensait peut-être que le passé vous détournerait de votre trajectoire, » dit Danny. Mais parfois, le passé est la carte. Elle le regarda, les yeux brillants. Et pour la première fois, son sourire atteignit tous les endroits brisés. 3 jours plus tard, Clara se tenait devant une salle remplie du personnel de CleanBite. Pas en costume, pas avec un diaporama, juste elle et un plateau de muffins à la banane. Je sais que nous avons été une entreprise axée sur les données. Je sais que certains d'entre vous s'inquiètent du changement qu'elle a initié. Mais je crois que les chiffres ont surtout de l'importance lorsqu'ils reflètent les gens. Et ces derniers temps, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont rappelé pourquoi j'ai commencé tout cela au départ. Elle fit une pause. À partir de maintenant,
Nous allouerons 5% de tous nos bénéfices à un nouveau programme d'aide alimentaire qui servira des repas à prix coûtant dans des quartiers où les restaurants n'oseraient pas s'implanter. Ce n'est pas pour faire de la charité, ni pour soigner notre image, mais simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Une main se leva au fond de la salle. Et si le conseil d'administration ne l'approuve pas? Clara sourit. Alors nous servirons nous-mêmes les 1000 premiers repas et laisserons le public décider s'il veut continuer à manger chez nous. La salle a éclaté en applaudissements. Plus tard, alors qu'elle sortait dans le hall, Greg a couru pour la rattraper. « Tu as changé », lui a-t-il dit. Clara s'est retournée. « Changé comment ?» a-t-il demandé en souriant. « Avant, tu calculais le retour sur investissement à chaque instant. Maintenant, tu te fies à ton cœur. » Elle a ri. « C'est effrayant, n'est-ce pas ?»« Non », répondit-il. « C'est enfin humain. » Ce soir-là, Clara se tenait devant la cuisine d'essai, tandis que Luna tournoyait en rond avec une toque de chef en papier sur la tête. Danny s'approcha d'elle. « Tu as vraiment dit au conseil d'administration qu'ils pouvaient manger leur propre papier ?» Elle haussa un sourcil. « Pas exactement, mais oui, » répondit-il en riant. « C'était nécessaire. » Il baissa les yeux vers ses chaussures pendant un instant, puis les releva. « Tu as déjà eu peur ?» demanda-t-il. Clara le regarda. Tous les jours. Elle fouilla dans son manteau et en sortit la serviette de la petite fille. « Mais j'ai appris quelque chose de toi. » Parfois, l'espoir consiste simplement à offrir à quelqu'un un bol de chaleur et à rester assez longtemps pour l'écouter. Danny expira. « Je pensais avoir échoué en tant que chef. Puis j'ai échoué en tant que mari. Puis j'ai échoué en tant que pourvoyeur. » Clara secoua doucement la tête. « Tu n'as jamais échoué, Danny. Tu n'avais simplement pas encore nourri la bonne table. » Il la regarda, et dans ce regard se trouvait le poids de 2 vies qui s'envolaient enfin, un bol de chili à la fois. La pluie tomba ce matin-là, trempant les trottoirs comme si le ciel essayait de nettoyer quelque chose. Danny se tenait près du comptoir de la cuisine, coupant des tomates avec une précision chirurgicale. La cuisine d'essai sentait le cumin, l'ail rôti et le maïs sucré mijotant dans du lait de coco. Luna était assise à proximité, un casque sur les oreilles, dessinant des super-héros dans son carnet, chacun avec un tablier et une spatule. Il lui jeta un coup d'œil, souriant doucement, puis la porte s'ouvrit. Clara entra, pâle, ses mouvements saccadés et vides. Quelque chose n'allait pas. Danny n'avait même pas besoin qu'elle parle. Il pouvait sentir la tempête qu'elle portait en elle. « Il faut qu'on parle », dit-elle doucement. Il posa son couteau. « D'accord », dit-elle sans le regarder dans les yeux. « Mon père a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration ce matin. Il a présenté des documents. » Dai fronça les sourcils. « Quel genre de documents ?» Clara sortit une enveloppe pliée de son manteau, hésita, puis la lui tendit. Danny la déplia. Ses yeux parcoururent les mots. Rapport d'inspection. Une citation officielle, datée d'il y a 3 ans. Violation. Préparation non autorisée de nourriture destinée à la distribution publique. Un repas communautaire où Danny avait cuisiné pour un refuge local sans autorisation commerciale. Il déglutit péniblement. C'était après la mort d'Isabella. Nous n'avions pas assez de bons alimentaires ce mois-là. Il s'interrompit. Je ne pouvais pas laisser ces familles mourir de faim. Je sais, dit Clara. Sa voix n'était qu'un murmure. Mais le conseil d'administration se moque des raisons. Seul le résultat compte. Il parle d'abus de confiance, de responsabilité, de risque pour la réputation. Danny fixa à nouveau les papiers, comme s'il risquait de disparaître s'il clignait trop fort des yeux. Il réclame la fermeture complète de la cuisine d'essai, poursuivit Clara. La cessation immédiate de toutes les activités associées. Et toi ? Elle se figea. Il fit un pas vers elle. Qu'as-tu répondu ? Clara eut la gorge serrée. J'ai demandé un délai. J'ai essayé de résister, puis elle l'a finalement regardé. J'ai signé l'ordre de suspension. Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle citation. Danny sentit son souffle s'échapper de son corps. Pour combien de temps ? Jusqu'à ce qu'ils aient terminé leur enquête. Ils ont dit « Si je refuse, je risque de perdre mon poste. Toute l'entreprise pourrait imploser. » Il acquiesça lentement. « Je comprends. Protéger l'Empire. Laisser le concierge endosser la responsabilité. » « Excuse-moi. Et comment si... » « Danny, tu sais, quand nous avons commencé cela, je pensais simplement t'aider à améliorer un menu. Mais à un moment donné, j'ai commencé à penser que peut-être nous nous aidions mutuellement. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle tint bon. Il regarda sa voix, qui tremblait à présent. « Tu crois que je suis dangereux, Clara ? Non. Alors pourquoi ai-je l'impression que c'est une trahison déguisée en professionnalisme ? Je ne voulais pas tout perdre. » Danny serra les mâchoires. « Tu n'as rien perdu, dit-il. Tu m'as juste perdu moi. »
Il se détourna avant qu'elle n'ait le temps de répondre. Luna leva les yeux de son dessin, sentant que quelque chose s'était brisé dans la pièce. « On rentre à la maison maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Dani acquiesça, la voix à peine audible. « Oui, ma chérie, on rentre à la maison. » Le lendemain matin, Clara arriva et trouva la cuisine vide. Pas de sauce mijotant, pas de Dani fredonnant de vieilles mélodies salsa, juste un mot collé sur le réfrigérateur. « Merci d'avoir cru en moi, même si ce n'était que pour un temps. » À côté, il y avait le croquis de Luna représentant le super-héros chef Dani, avec une cape faite de gants de cuisine. Clara resta immobile, le ronronnement du réfrigérateur étant le seul bruit dans la pièce. Plus tard dans la journée, dans la salle de réunion, Richard Blake sirota son espresso et sourit comme un homme qui venait de remporter une guerre silencieuse. « Bravo Clara », dit-il. « Les décisions difficiles font les grands leaders. » Clara le fixa du regard. « Ce n'est pas du leadership, c'est de la gestion de la peur. » Il haussa les épaules. « Appelez ça comme vous voulez. Le bruit s'estompe. Les projections boursières sont à nouveau stables. C'était la bonne décision. »« Non, » dit-elle fermement. « C'était la décision facile et je commence à oublier la différence. » Il rit. « Ne soyez pas sentimental. Ça ne vous va pas. » Clara se leva. « Je ne suis pas sentimental, papa. Je suis en deuil et ce n'est pas la même chose. » Il haussa un sourcil, en deuil de ce que la voix de Clara réduisit à un murmure. « La version de moi-même qui croyait en toi. » Cette nuit-là, Clara était assise seule dans la cuisine de son appartement-terrasse, devant un plat à emporter intact. Les lumières de la ville clignotaient comme des signaux d'alarme derrière sa fenêtre. Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit la serviette qu'une petite fille lui avait donnée quelques jours auparavant. « Merci de m'avoir fait sentir que je ne suis pas invisible. » Mais maintenant, Clara ne pouvait s'empêcher de se sentir comme si c'était elle qui s'effaçait. Son téléphone vibra. C'était un SMS de Greg. « Tu devrais peut-être aller voir sur Twitter. Lunchbox Hero est de retour. Pour ne pas manquer la suite de l'histoire de Dani et Clara, abonnez-vous maintenant. On avance ensemble. » Elle cliqua sur le lien. Une vidéo postée par quelqu'un était à nouveau tendance. Dani dans la cuisine d'un petit centre communautaire, en train de cuisiner pour des personnes âgées. Des repas gratuits, sans presse, sans hashtag, juste du service. Quelqu'un l'avait filmé en train de servir les plats tout en racontant une histoire. Parfois, il disait « Nous servons non pas parce que cela répare le monde, mais parce que cela montre à une seule personne, une seule, qu'elle n'est pas oubliée. » Clara posa son téléphone et pleura. Non pas à cause du scandale, ni à cause du conseil d'administration, mais parce qu'elle avait goûté à ce que signifiait se soucier des autres, créer des liens. Et maintenant, elle avait laissé la peur brûler la recette. Le lendemain matin, elle entra dans l'école de Luna, avec une boîte de muffins. « Bonjour », dit-elle à la réceptionniste. « La fille de Dani Ruiz est-elle ici ?» Luna sortit, le regard prudent. Clara s'agenouilla. « Je voulais rendre ça », dit-elle en lui rendant le croquis du super-héros. « Je pense que ton père est l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré. » Luna pencha la tête. Pourquoi les adultes sont-ils toujours courageux quand il est trop tard? Le cœur de Clara se brisa. C'est une bonne question, Luna. Peut-être parce que le courage, ce n'est pas de ne jamais faire d'erreur. C'est ce que tu fais après avoir fait une erreur. Elle prit une inspiration. Si ton père a le temps, j'aimerais beaucoup lui parler. Luna ne répondit pas. Elle tendit simplement à Clara une petite boîte à lunch cabossée. À l'intérieur se trouvaient des morceaux de papier pliés. Clara en ouvrit un. C'était une lettre adressée à Isabella, écrite de la main de Dani. « Aujourd'hui, j'ai cuisiné pour 80 personnes. Cela ne t'a pas ramené, mais cela m'a rapproché de l'homme que tu croyais que je pouvais être. » Clara ouvrit le suivant. Luna a souri aujourd'hui. Le genre de sourire qui dit que le monde n'est pas trop brisé pour essayer à nouveau. Et un autre. « Tu me manques. Mais j'apprends à aimer ce qui est encore là. » Elle s'arrêta, serra la boîte contre sa poitrine. Quelque chose en elle, longtemps gelé, finit par fondre. Le ciel avait pris la couleur de l'étain. Un de ces matins gris et lourds qui sentèrent le bitume humide et les conversations inachevées. Clara Blake était assise dans sa voiture garée devant un modeste duplex à l'est de la ville. Ses talons de créateur n'avaient jamais foulé ce genre de quartier. Mais aujourd'hui, elle n'était pas PDG. Elle était juste une femme à la recherche d'un silence qu'elle avait contribué à créer. Elle serra contre elle la boîte à lunch en métal cabossé que Luna lui avait remise la veille. Elle était posée sur le siège passager, semblant bien trop petite pour supporter le poids qu'elle contenait désormais. Elle prit une inspiration, puis une autre, puis l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des lettres soigneusement pliées, chacune usée sur les bords comme si elles avaient été ouvertes et relues 100 fois. Certaines étaient adressées à S, d'autres à Luna.
et quelques-unes disaient simplement « Pour quand tu seras assez grande pour comprendre », Clara a déplié la première. L'écriture était précipitée, mais délibérée, comme celle de quelqu'un qui voulait tout dire avant que son courage ne s'épuise. Aujourd'hui, j'ai oublié de manger. Non pas parce que j'étais occupée, mais parce que ton absence me reste encore en travers de la gorge. J'ai cuisiné pour le refuge. Je ne leur ai pas dit pourquoi. Peut-être que nourrir des inconnus atténue le chagrin. Elle ferma les yeux. Une douce douleur fleurit dans sa poitrine. Elle en ouvrit une autre. Luna m'a demandé si je pouvais lui construire un vaisseau spatial pour qu'elle puisse aller te rendre visite. Je lui ai dit que tu serais fier d'elle pour avoir posé le genre de questions que seul l'amour rend possible. Elle continua à lire. Parfois, je mets encore ta place à table. Je ne m'en rends même pas compte. Le chagrin est étrange. Il ne frappe pas à la porte. Il entre simplement et mange avec toi. Les larmes me montèrent aux yeux, mais ne coulèrent pas. Pas encore. Une autre lettre. Celle-ci datait de quelques semaines seulement. Chère Luna, si tu te demandes pourquoi papa cuisine autant, c'est parce que la nourriture est la seule chose que je sais offrir sans avoir besoin de mots. C'est ma façon de te dire que tu es en sécurité. C'est ma façon de te dire que je te vois. C'est ma façon de te dire que je suis toujours là. Clara regarda à travers le pare-brise, la vue brouillée. Comment avait-elle pu passer à côté? Cet homme ne se contentait pas de préparer des repas. Il versait de l'amour dans des récipients. Un amour fumant, assaisonné, désordonné, soigneusement emballé et offert à un monde trop occupé pour le remarquer, et elle en avait fait un rapport de responsabilité. Plus tard dans l'après-midi, Clara se tenait dans sa cuisine, silencieuse, stérile, froide et chromée. Elle disposa les lettres sur l'îlot comme des reliques d'une religion oubliée. Puis, pour la première fois depuis des mois, elle ouvrit son propre placard et en sortit une poêle. Elle ne savait pas ce qu'elle allait préparer, seulement que ses mains avaient besoin de bouger, que peut-être, si elle cuisinait quelque chose, n'importe quoi, elle comprendrait ce que Dany avait essayé de lui enseigner. Elle fit revenir des oignons dans de l'huile d'olive. Elle ajouta de l'ail, puis des tomates, du basilic, une pincée de sel marin. Elle bougeait sans recette ni rythme. C'était désordonné, sans mesure. La sauce brûlait un peu sur les bords, mais l'odeur, mon Dieu, l'odeur, la remplissait comme un hymne. Son téléphone sonna. Elle l'ignora. Il sonna à nouveau. Elle répondit à la troisième tentative. « Clara, c'est Greg », dit la voix familière de son responsable des relations publiques. « Il se passe quelque chose. Tu dois voir ça. » Il lui envoya un lien vers un flux en direct. On y voyait Dany debout dans la cour d'une église délabrée de l'East Village. Un repas communautaire était en cours. Des dizaines de personnes faisaient de la queue, des parents célibataires sans abri, des vétérans, des enfants. Dany se tenait derrière une table de service improvisée, distribuant de la soupe et du pain de maïs avec un sourire qui ne semblait pas forcé. Il n'y avait ni banderole, ni logo, ni interview, juste des gens, juste de la nourriture, juste du service. Clara regardait en silence tandis que quelqu'un à l'arrière-plan le filmait avec un téléphone, zoomant sur lui alors qu'il s'agenouillait à côté d'un garçon en fauteuil roulant. Dany tendit une assiette à l'enfant, puis s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « T'as déjà goûté des haricots rouges au paprika fumé ?» demanda-t-il. Le garçon secoua la tête. Dany lui fit un clin d'œil. « Alors tu n'as pas encore vraiment vécu, mon petit. » Le garçon rit. Clara porta une main à sa bouche, la douleur dans sa poitrine devenant plus vive. La voix de Greg revint. « Clara, cette vidéo fait le buzz. Le héros de la boîte à lunch est de nouveau tendance. Les gens se demandent pourquoi il ne travaille plus pour Cleanbite. » Clara murmura « Parce que j'ai laissé la peur prendre une décision. » Love aurait dû répondre. « Qu'est-ce que c'était ?»« Rien, dit-elle. Je m'en occupe. » Elle raccrocha et pour la première fois depuis des années, elle pleura. Pas les larmes polies qui perlent au coin des yeux. Non, c'était des sanglots qui secouaient tout son corps. Le genre de sanglots qui surviennent quand un barrage cède, quand la vérité ne peut plus rester silencieuse. Elle pleura pour Dany, pour Luna, pour elle-même, pour toutes les fois où elle avait préféré l'image à l'impact. Puis elle ouvrit la dernière lettre dans la boîte. Elle était courte. « Si tu lis ceci, c'est que je te faisais suffisamment confiance pour partager une partie de moi que je gardais secrète. Ne la laisse pas se perdre. Aime plus fort que ta peur. Cuisine pour quelqu'un qui a faim de plus que de nourriture. » Elle s'essuya le visage. Puis elle se leva et prit son manteau. Elle arriva à l'église alors que la foule commençait à se disperser. Le soleil commençait à percer les nuages, projetant de longs rayons dorés sur le trottoir. Dany empilait des caisses près du van lorsqu'il la remarqua. Leurs regards se croisèrent à travers le parking.
Clara marchait lentement, prudemment, comme si chaque pas pouvait trahir les excuses qu'elle n'avait pas encore prononcées. « J'ai lu les lettres », commença-t-elle. « Il n'a rien dit, je les ai toutes lues. » Il acquiesça d'un signe de tête. « Elles ne m'étaient pas destinées », ajouta-t-elle. « Non, » répondit-il, « mais peut-être que tu en avais plus besoin que moi. » Oh, elle s'approcha. « Oh, j'ai pris la mauvaise décision, pas seulement à propos de la cuisine, mais aussi à propos de toi, à propos de ce que nous sommes. » Dany baissa les yeux, les mains enfoncées dans les poches de son tablier. « Je ne t'ai jamais demandé de me choisir plutôt que le conseil, juste de ne pas m'enterrer sous son poids. » Cette phrase la frappa comme un coup de massue. Elle déglutit. « Je sais, et je suis désolée. J'ai laissé la peur guider mon couteau. » Il l'observa. « Qu'est-ce qui a changé ?» La voix de Clara tremblait. « Ta fille m'a donné une boîte à lunch remplie de chagrin et d'espoir, et j'y ai trouvé une sorte de grâce. » La bouche de Dany esquissa un léger sourire. « C'est une nouvelle recette. » Elle sourit à travers ses larmes. « Tu veux me la prendre ?» Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il se retourna, prit une caisse et la lui tendit. « Commence par couper des oignons. Cela t'apprendra à pleurer sans perdre ton rythme. » Elle la prit, et à côté du van, parmi les restes de soupe et les assiettes vides, les premières notes de quelque chose de nouveau commencèrent. L'air à l'intérieur de la tour d'entreprise propre et froide semblait plus froid que d'habitude ce matin-là. Non pas à cause du temps, mais parce que tout le monde savait que quelque chose était sur le point de se briser. Dans la salle de réunion du 34e étage, les 12 membres du conseil d'administration de l'entreprise étaient assis en silence, vêtus de costumes rigides. Les murs brillaient de bois poli, d'œuvres d'art abstraits et d'une immense baie vitrée qui donnait sur la ville en contrebas, détachée et inaccessible. Clara Blake était assise en bout de table, le visage calme, mais les mains crispées sur ses genoux sous la table. En face d'elle se trouvait Richard Blake, son père. Aujourd'hui, il était plus un président qu'un parent. Il ajusta ses boutons de manchette en or avec la même précision qu'il utilisait pour détruire des vies. « Commençons, dit-il. Pas de politesse, pas de place pour la grâce. Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder officiellement la déviation de la stratégie de direction sous la présidence de Clara Blake. Au cours du dernier trimestre, elle a réorienté l'orientation de la marque, autorisé des projets communautaires non approuvés et mis en péril la réputation de Clean Bite sur le marché en s'associant à un cuisinier indépendant qui ne détient même pas de licence commerciale valide. » Des murmures parcoururent la salle. Clara leva le menton. Il s'appelle Daniel Ruiz, et ce qu'il apporte à cette entreprise ne se mesure pas en licence. L'un des membres du conseil d'administration se pencha en avant. Madame Blake, la question n'est pas de savoir si sa cuisine est savoureuse. Il s'agit de responsabilité, de structure, d'ordre. La voix de son père s'interposa, aussi tranchante qu'un scalpel. Il s'agit de confiance, et de savoir si vous avez toujours la nôtre. Clara ne broncha pas, mais son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. « Je comprends, » dit-elle. « Mais avant de passer au vote, je demande 5 minutes, juste 5, pour vous montrer quelque chose. » Un autre membre du conseil ricana. « Clara Hara, ce n'est pas une conférence TED. »« Non, » dit-elle en se levant lentement. « Mais c'est peut-être la présentation la plus importante que j'ai jamais faite. » Sans attendre l'approbation, elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Puis il entra. Dany Ruiz, vêtu d'un tablier blanc, poussait un chariot à roulettes équipé d'un brûleur portable et d'une casserole cabossée. L'odeur envahit d'abord la pièce. De la cannelle, du cumin, quelque chose de terreux et de chaud. La confusion se lut sur les visages des membres du conseil. « Qu'est-ce que c'est » demanda Richard Blake. Clara le regarda droit dans les yeux. Un rappel. Dany ne dit rien. Il alluma simplement le brûleur et se mit au travail. Il s'affairait avec une concentration silencieuse, ajoutant des oignons, de l'ail et des poivrons hachés. La pièce se remplit du doux grésillement de l'huile et d'un parfum nostalgique. Puis Dany prit la parole. « Je ne suis pas ici pour vous vendre quoi que ce soit, et je ne suis certainement pas ici pour vous proposer une fusion. » Quelques rires nerveux et hésitants s'élevèrent, mais il continua. « Mais je sais ce que c'est que de tout perdre. Je sais ce que c'est que de nourrir un enfant avec des mains qui tremblent parce que le monde vient de vous mettre un coup de pied dans les dents. » Il remua lentement le contenu de la casserole. « On ne cuisine pas des plats comme ceux-ci pour les étoiles Yelp ou le cours de la bourse. On les cuisine parce que quelqu'un, quelque part, a besoin de croire que demain vaut encore la peine d'être vécu. » Une femme du conseil d'administration s'agita sur son siège. Dany les regarda un par un. « Je ne suis plus chef, pas de titre. Je suis juste un homme qui a appris à dire « je t'aime » sans parler. Avec des haricots,
avec du riz, avec amour. Il versa du chili fumant dans de petits bols en céramique et les distribua. Un homme renifla. Une femme goûta prudemment, puis se figea. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Dany sourit faiblement. « C'est la recette de ma défunte épouse. Je l'ai préparée de 100 façons différentes, mais elle n'a jamais le même goût quand je souffre. Aujourd'hui, cependant, elle a exactement le bon goût. » Clara s'approcha de lui. « C'est pour cela, dit-elle doucement, que je me bats. Pas seulement pour une campagne marketing, un nouveau modèle. Un modèle où CleanBite nourrit les communautés, pas seulement les actionnaires. » Le visage de son père était impassible. « Tu essaies d'émotionnaliser une discussion financière. » Clara se tourna vers lui. « Non, je l'humanise. » Elle marcha lentement vers le centre de la pièce. « Quand j'avais 6 ans, tu m'as dit que pleurer était un signe de faiblesse, que la vulnérabilité n'avait pas sa place dans les affaires. Et je t'ai cru. Pendant des années, je t'ai cru. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle se ressaisit. « Mais j'ai appris quelque chose que tu ne m'as jamais enseigné. Qu'une entreprise peut être puissante et compatissante, qu'un leader ne se mesure pas au nombre de zéros dans un rapport trimestriel, mais au nombre de personnes qui l'aident en cours de route. » Elle fit un geste vers Dany. Il ne se contentait pas de préparer les repas. Il avait établi des liens avec des communautés que nous avions ignorées, avec des employés qui étaient enfin fiers de leur lieu de travail, et avec une fille qui avait peur d'être douce. Le silence s'installa. Puis Clara ajouta presque dans un murmure « Je ne suis plus cette fille ». La pièce était silencieuse. Puis une voix se fit entendre. C'était Beverly, l'une des membres seniors du conseil d'administration. « Je me suis portée volontaire pour le dîner communautaire la semaine dernière, dit-elle. Je n'en ai parlé à personne. Je voulais juste voir de quoi il s'agissait. » Elle regarda autour d'elle. « J'ai vu 3 enfants manger leur premier repas chaud en 2 jours. J'ai vu notre logo sur une bannière derrière eux, et pour la première fois en 10 ans, je ne me suis pas senti hypocrite. » Son regard croisa celui de Clara. « Je vote pour qu'elle reste. » Une autre voix s'est jointe à la sienne. « Je soutiens cette motion. » Une à une, les mains se sont levées jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Richard Blake. Il a fixé sa fille du regard, et pendant un instant, son armure s'est légèrement fissurée. « L'émotion n'est pas un bon guide, » a-t-il dit doucement. Clara n'a pas scellé. La peur aussi. Il expira froidement, fatigué, puis acquiesça une fois. « Tu as gagné cette manche. » Mais sa voix n'avait plus le même poids. Le vote fut adopté. Clara Blake resta PDG de CleanBite. Après la réunion, Dany roula son chariot vers la sortie. Clara le suivit. « Tu n'avais pas à faire ça, » dit-elle. Il la regarda. « Tu avais besoin d'une cuisine ? Je t'en ai apporté une. » Elle sourit. « Et alors ?» Dany haussa les épaules. « Ça dépend. Tu as de la place pour une cuisine qui nourrit les âmes ?» Elle acquiesça. Il hésita. « Tu es sûr que la salle du conseil peut le supporter ?» Elle tendit la main et prit la sienne. « Eh bien, construisons une nouvelle salle ?» Il sourit. « Avec un meilleur éclairage, j'espère. » Ils sortirent ensemble par les couloirs autrefois froids et silencieux, désormais animés d'une nouvelle chaleur. Et quelque part, entre l'écho des talons et le léger parfum de cannelle qui flottait encore dans l'air, une révolution avait commencé. 3 mois plus tard, le siège social de CleanBite ne ressemblait plus à une forteresse. Les murs brillants scintillaient toujours, le logo brillait toujours, mais quelque chose avait changé. Quelque chose que l'on ne pouvait pas vraiment nommer à moins d'entrer à l'intérieur et de le respirer. Ça sentait le pain de maïs chaud et les lentilles le mercredi, le poulet au romarin le vendredi, la torte aux pêches et à la cannelle le premier jour de chaque mois. Ça sentait l'attention. Au rez-de-chaussée, là où se trouvait autrefois une aile de stockage qui prenait la poussière, régnait désormais une atmosphère animée, remplie de rire et de vapeur. Les fenêtres ouvertes laissaient entrer la lumière du soleil qui inondait les comptoirs en acier inoxydable, les tables communes et les tableaux noirs sur lesquels étaient inscrits des citations manuscrites. Au-dessus de la porte, on pouvait lire « Lunchbox Hero », une cuisine communautaire de CleanBite. Et en dessous, en lettres plus petites, « L'amour n'a pas besoin de logo, juste d'une louche ». À l'intérieur, Dany Ruiz portait son tablier habituel, taché, usé, adoré. Il était maintenant agenouillé à côté de Luna, 9 ans, les joues roses, les yeux brillants et déterminés. « Trop salé », dit-elle en goûtant la sauce qu'il avait préparée. « Ça rend nerveux. C'est toi qui es nerveuse. » Dany haussa un sourcil. « Une sauce peut être nerveuse. » Elle sourit. « Quand tu réfléchis trop, oui, » dit-il en riant. « Tu seras peut-être meilleure cuisinière que moi un jour. »« Je le suis déjà, » dit-elle fièrement. De l'autre côté de la pièce, Clara les observait.
les bras croisés délicatement sur sa poitrine, un doux sourire aux lèvres. Elle portait toujours des blazers élégants et des talons raffinés, mais désormais, elle retroussait ses manches et attachait ses cheveux lorsque cela était nécessaire. Elle était toujours PDG, mais du genre à essuyer les tables et à se souvenir du nom de chaque bénévole. Un journaliste lui avait un jour demandé comment elle conciliait son rôle de dirigeante et son travail communautaire. Elle avait répondu « J'ai arrêté de concilier. J'ai simplement commencé à faire de meilleurs choix. » Aujourd'hui, c'était leur premier cours de cuisine gratuit pour les pères célibataires. Dany se tenait devant un petit groupe d'hommes, certains en bottes de travail, d'autres en pantalon, l'un d'eux portant même encore son uniforme de concierge. Tous tenaient des bloc-notes et des spatules avec la même confusion. Il s'éclaircit la gorge. Bon, règle numéro 1. Cuisiner pour vos enfants, ce n'est pas grave si c'est brûlé. Un petit rire parcourut la salle. Il désigna la casserole qui mijotait. Et règle numéro 2. Ne cuisinez pas pour les impressionner. Cuisinez pour les voir sourire. Il y a une grande différence. Clara s'appuya contre le mur et regarda les hommes rire, tâtonner, remuer et lentement baisser leur garde. Un petit garçon s'approcha d'elle et tira sur sa manche. « Mademoiselle Clara ?» Elle s'accroupit. « Oui, cet homme est-il un vrai chef ?» Elle sourit en jetant d'un coup d'œil à Dany, qui aidait un père à réparer une sauce qui avait mal tourné. « Non, » murmura-t-elle. « Il est bien plus que ça. » Elle se leva et resta un long moment à les observer. Puis Dany leva les yeux et croisa son regard. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Ce soir-là, alors qu'ils rangeaient ensemble, Luna profondément endormie dans un coin, le nez couvert de farine, Clara tendit une petite boîte à Dany. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un couteau de chef, mais pas n'importe lequel. C'était son ancien couteau, poli, restauré, gravé sur la lame à l'intention de celui qui nourrissait les cœurs avant les estomacs. Dany cligna des yeux. « Je l'ai trouvé dans une boîte de dons, » dit Clara. Un enfant l'a rapporté à un refuge à 2 pâtés de maison d'ici. Il a dit qu'il voulait que le couteau trouve quelqu'un qui pourrait l'utiliser à nouveau pour faire le bien. Il tourna doucement le couteau entre ses mains. « Tu l'as ramené à la vie. »« Non ?» dit Clara doucement. « C'est toi qui l'as fait. » Il la regarda. Quelque chose changea dans ses yeux. « Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là, » murmura-t-il. Clara lui toucha le bras en brûlant certaines choses et en laissant pousser les bonnes. Ils ne s'embrassèrent pas encore, mais leurs mains s'attardèrent un instant de plus que d'habitude. Cela suffisait. Le lendemain matin, Dany se tenait à nouveau devant la classe. Mais cette fois, ce n'étaient pas des pères, des journalistes ou des membres du conseil d'administration qui le regardaient. C'était un groupe d'élèves de CE2, chacun portant un tablier trop grand et tenant des bols à mélanger 2 fois plus grands qu'eux. Dany rit lorsque la farine explosa dans les airs. C'est, leur dit-il, la partie la plus importante de la cuisine. Une petite fille leva la main, les sourcils froncés. « La fleur ? Non, » répondit Dany. « Le désordre. » Elle cligna des yeux. « Le désordre. » Il sourit. « Oui, parce que cela signifie que vous essayez. Et personne n'a jamais appris à nourrir l'âme de quelqu'un sans faire un peu de désordre au préalable. » Luna, qui s'était fièrement autoproclamée co-chef, a distribué des boîtes à lunch à chaque enfant après la session. Chaque boîte contenait un petit mot. Tu comptes, tu es aimé, continue à cuisiner. À la fin de la journée, Clara se tenait à côté du mur des dons, recouvert de post-it, de photos et d'histoires de personnes qui étaient passées par là. L'un d'eux disait « J'ai mangé ici le pire jour de ma vie et je suis reparti en croyant à nouveau en l'humanité. » Elle le toucha doucement, les yeux humides. Dany s'approcha, s'essuyant les mains sur une serviette. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Je suis juste reconnaissante. » Il s'appuya contre le mur à côté d'elle. « Avant, je pensais que la cuisine était le seul endroit où je comptais, » dit-il. Et maintenant, il regardait autour de lui, les bavardages, le brouhaha, la joie maladroite des gens qui apprenaient à s'exprimer haut et fort. « Maintenant, je sais que ce n'est que le point de départ. » Ils restèrent en silencieux un moment, regardant la dernière lumière du jour se répandre sur le carrelage. Puis Luna arriva en courant, agitant un dessin au crayon. C'étaient eux, Dany, Clara et Luna, debout sous une grande pancarte qui disait « Les héros de la boîte à lunch ». Clara sourit à travers ses larmes. « Des héros, hein ?» Dany prit le dessin et le tint comme s'il s'agissait d'un objet sacré. « Peut-être pas le genre qui porte des capes, dit-il, mais le genre qui se montre, et qui cuisine et reste. » Il regarda Clara. « Je reste, si c'est toujours d'actualité. » Elle ne répondit pas. Elle tendit simplement la main, entrelaça ses doigts avec les siens et le serra. Dehors, la ville bourdonnait. La vie allait vite. Mais ici, le temps s'adoucissait. Ici, les cœurs guérissaient.
Et dans une petite cuisine construite à partir de chagrin, de grâce et de gumbo, l'amour mijotait lentement et régulièrement. Parce que parfois, être un héros ne consiste pas à sauver le monde. Parfois, il suffit simplement de savoir comment l'assaisonner. Et c'est peut-être tout ce qu'il faut. Pas de grands gestes, pas de vie parfaite, juste un repas préparé avec amour. Une main tendue quand le monde semble trop bruyant. Une personne qui choisit la gentillesse quand il serait plus facile de détourner le regard. Parce que parfois, les héros les plus discrets sont ceux qui ne se considèrent pas comme tels. Ces pères célibataires qui cuisinent avec des mains tremblantes. Ces PDG qui apprennent à écouter. Ces enfants au cœur de papier et aux grands rêves.